Le Japon va attaquer l'Amérique. À bord du porte-avions Zuikaku, les pilotes sont réveillés à 4 heures du matin. Le commandant Mitsuo Fuchida les réunit pour le saké traditionnel à la santé de l'empereur. Fuchida mène l'attaque sur Pearl Harbor, la grande base navale américaine d'Hawaï, selon le plan audacieux de l'amiral Yamamoto. Yamamoto veut frapper un coup décisif, éliminer cet obstacle dans la conquête japonaise du Pacifique. Fuchida raconte: nous sommes partis vers Pearl Harbor et j'ai crié le mot de code de l'attaque. Tora, Tora, Tora. La surprise est totale. Le caporal des Marines, Earl Nightingale, était à bord du cuirassé Arizona. Il raconte: une explosion secoue le bateau. Une bombe tombe près de moi. Mon lieutenant s'effondre en sang. Le pont est couvert de morts. Le cuirassé se retourne. Je saute à la mer. Sans déclaration de guerre, l'attaque japonaise a fait 2500 morts américains et 1200 blessés. Pour seulement 30 pilotes japonais tués. Ces images vont choquer le peuple américain, qui ne sera plus hostile à l'entrée en guerre des États-Unis. Pourtant, les Japonais n'ont pas débarqué à Hawaï, ni pris Pearl Harbor. Ils ont coulé une partie de la flotte américaine. Mais ce sont des cuirassés, dépassés, parce que le porte-avions est devenu l'arme maîtresse de la guerre navale. Et les 3 porte-avions américains basés à Pearl Harbor n'étaient pas là. Ils étaient tous en mer. Et ils sont intacts. Un vrai miracle. Le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, s'attendait à une attaque. La tension avec le Japon étant à son comble. Mais qui pouvait imaginer que l'aéronavale nippone puisse frapper à 5000 km de ses bases? Le lendemain, Roosevelt s'adresse au Congrès. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Il s'agit bien d'une invasion. Le même jour, les Japonais attaquent Hong Kong, la grande colonie anglaise de Chine. Puis ils mitraillent les aérodromes américains des Philippines et débarquent dans la presqu'île de Bataan. Déjà solidement établis en Chine, les Japonais envahissent la Birmanie et la Malaisie, alors colonie britannique, pour le caoutchouc, Sumatra, colonie hollandaise, pour le pétrole, et ils menacent l'Inde et l'Australie. Quelques mois plus tôt, ils s'étaient installés en Indochine, colonie française. Après la défaite de 1940, le régime de Vichy, qui ne pouvait rien refuser à un allié d'Hitler, avait cédé aux Japonais des bases aériennes et navales. Les États-Unis avaient réagi en arrêtant leur livraison de pétrole au Japon et en bloquant les avoirs japonais.
Cette sanction économique avait poussé le Japon à la guerre. Car c'est un archipel surpeuplé et pauvre en ressources. En plein essor, il a besoin de matières premières et il a entrepris de les conquérir, par la force. Le Japon s'est doté de la deuxième marine du monde, avec pas moins de 10 porte-avions et des appareils de combat très performants, comme le remarquable chasseur Zero, supérieur aux avions alliés, en vitesse, en maniabilité et rayon d'action. Et une armée de 2 millions de combattants, fanatisés autour de leur empereur. Hirohito est le 124e empereur du Japon. Savant, il étudie la biologie marine dans son laboratoire, installé dans son palais. Il est le Dieu vivant. Il couvre de son autorité divine les actes des militaires. En Chine, l'armée impériale s'est livrée à des massacres inouïs, comme à Nankin, en 1937, où 300 000 Chinois ont été assassinés avant que les Japonais ne défilent fièrement dans la cité interdite de Pékin. L'empereur l'a-t-il su? Il règne, mais ne gouverne pas. Le pouvoir est entre les mains du général Tojo et d'une clique ultranationaliste qui contrôle le pays au moyen d'une Gestapo locale, la Kampetai, et des haut-parleurs qui relaient la déclaration de guerre officielle aux États-Unis. Ils n'ont pas peur des Anglais, ces pilotes japonais partis d'Indochine, au petit déjeuner, à la recherche de 2 cuirassés britanniques, venus protéger Singapour. Le vénérable Ripples, et surtout, l'un des navires de combat les plus modernes de l'époque, le Prince of Wales, l'orgueil de la Royal Navy. Ils sont coulés par les Japonais en moins d'1 heure. Une date, la fin de l'Angleterre, maîtresse des mers. Churchill sous-estime gravement l'adversaire nippon. Hong Kong tombe en quelques jours. Le général Yamashita, surnommé le Rommel japonais, ose s'enfoncer avec ses chars dans la jungle de Malaisie. Il capture Singapour, la perle de l'Empire britannique, une forteresse réputée imprenable. Yamashita fait aligner 27 000 prisonniers en ordre impeccable pour un passage en revue spectaculaire et humiliant. Yamashita s'offre ensuite le luxe d'un salut chevaleresque pour la propagande filmée japonaise. Le général Yamashita sera pendu en 1946 pour crime de guerre. Ces prisonniers, regroupés dans d'horribles camps, vont mourir de faim, de maladies tropicales, de mauvais traitements. Ils seront obligés de travailler sur les voies ferrées qui permettent aux Japonais de se rapprocher de l'Inde avec le fameux chantier du pont de la rivière Kwai. Louis Baume, un alpiniste anglais, avait été fait prisonnier à Singapour. Il se souvient.
Les Japonais avaient du mépris pour nous. Ils ne comprenaient pas pourquoi on ne s'était pas fait harakiri. Pour éviter d'être fait prisonnier, le général MacArthur, commandant les forces américaines des Philippines, encerclé par les Japonais, reçoit de Roosevelt l'ordre de s'échapper. En arrivant en Australie, il déclare « Je reviendrai ». Les hommes de MacArthur sont faits prisonniers. 30 000 Américains, avec leurs vieux casques plats modèle 1917. Et autant de Philippins qui partent pour leur camp d'internement, distant de 100 km. C'est la marche de la mort. L'un des survivants, Sidney Stewart, raconte. On a marché 10 jours et 10 nuits sans manger. On était battus sans arrêt. Ceux qui n'en pouvaient plus étaient achevés par les gardes, qui les décapitaient d'un coup de sabre. Cette cruauté s'explique par la mentalité très particulière des Japonais de cette époque. Ils ne comprennent pas que l'on puisse se rendre. Eux ne se rendent jamais. Formés dès l'enfance à la guerre, ils apprennent le Bushido, l'art de tuer et d'être tué. L'officier de la marine impériale Mitsuo Fushida explique. Bushido se traduit par la voix du guerrier. C'est un code de loyauté, de fidélité et de dévouement jusqu'à la mort. Nous méprisons la mort. Nous la donnons avec la plus grande cruauté du moment qu'on tue l'ennemi. Nous méprisons la douleur physique. Nous méprisons la mort sans gloire. Le Bushido, c'est l'art de la mort. En 5 mois, le Japon a détruit les forces alliées d'Extrême-Orient et conquis la moitié du Pacifique. Vive l'empereur! Un immense banzai déferle sur l'Empire pour célébrer la guerre éclair à la japonaise, jusqu'au général Tojo et jusqu'à l'empereur. Pour rassurer l'opinion publique américaine, il faut un exploit immédiat. Bombarder le Japon. Mais comment? Un plan audacieux est mis au point. Un porte-avions, le Hornet, embarque 16 bombardiers B-25. Il va tenter de s'approcher le plus possible du Japon. Jamais des avions aussi gros n'ont décollé du pont exigu d'un porte-avions. Les équipages ont été entraînés par un célèbre pilote de course devenu colonel dans l'Air Force, Jimmy Doolittle, qui va conduire le raid. Mission impossible. Pour la longue traversée jusqu'au Japon, ils sont trop lourds, en bombes et en essence. Et pourtant, ils parviennent à décoller. Un grand film à succès, 30 secondes sur Tokyo, célébrera leur action. Quelques tonnes de bombes, peu de dommages, mais une énorme gifle à l'Empire du Soleil Levant. La vengeance contre un équipage tombé en territoire japonais sera implacable. Jugés pour crimes de guerre, ils seront tous condamnés à mort. Pour le Premier ministre, le général Tojo, pour l'amiral Yamamoto, ce raid américain prouve qu'il faut sécuriser le périmètre de l'expansion japonaise. Leur plan est de prendre Midway, base américaine à mi-chemin du Pacifique, puis débarquer à Pearl Harbor, ce qu'ils auraient dû faire 6 mois plus tôt. Ce que les Japonais ne savent pas, c'est que leur plan est connu des Américains
qui ont réussi l'exploit de déchiffrer leur code secret. Le commandant en chef américain, l'amiral Chester Nimitz, veut préparer la défense de Midway. Il a moins de porte-avions que Yamamoto, mais il les rassemble sur place, en embuscade. L'amiral Yamamoto approche, à la tête de la plus grande escadre jamais réunie. 200 navires de guerre, et surtout, une concentration inégalée de 8 porte-avions transportant près de 600 avions. 5000 fusiliers marins japonais ont été embarqués, de même qu'un peintre, pour immortaliser le fait d'armes. L'un des plus célèbres artistes de Montparnasse rentrait au Japon faire son devoir, Fujita. Du côté américain, c'est John Ford, le grand metteur en scène, qui est mobilisé pour immortaliser la défense de Midway, où il parvient à recréer, la veille de la bataille, l'atmosphère de ces westerns, avant le duel final au revolver. Les Marines savent que l'attaque est pour demain. À 5 heures du matin, Ford filme la première attaque japonaise qui ravage la base américaine. Une bombe japonaise explose trop près des cinéastes et blesse grièvement Ford, qui perdra un œil. Ford reprend conscience dans la Jeep qui l'amène à l'hôpital et dit « Mon Dieu, c'était pas loin ». Il ajoute « Ces Marines, des gosses qui avaient 18 ou 20 ans, ils étaient si calmes dans ce bordel. » Je me suis dit « Ils vont gagner la guerre ». Les pilotes des porte-avions américains ne sont pas plus âgés. Ils sont à peine sortis de l'université. Ils posent pour les caméramans de John Ford et décollent pour attaquer la flotte japonaise. C'est l'escadrille Torpedo 8 qui va frapper la première. L'un de ses pilotes, le lieutenant George Gay, 25 ans, pique au-dessus de la flotte japonaise. Les canons anti-aériens des porte-avions japonais abattent les appareils américains les uns après les autres. George Gay fonce au ras des vagues. Il est abattu. Il se retrouve dans l'eau, miraculeusement indemne. Il voit, à quelques centaines de mètres, l'agitation sur les porte-avions japonais qui s'apprêtent à faire décoller leur deuxième vague d'attaque. Ils n'ont pas terminé les pleins d'essence et de bombes. C'est à ce moment précis qu'une autre formation de bombardiers américains arrive au-dessus des Japonais. Un coup de chance inouï. Il coule 4 porte-avions japonais. George Gay, toujours dans l'eau, raconte. Je me suis retrouvé au milieu des naufragés japonais et des requins. J'ai vu les avions japonais qui revenaient de leur première attaque sur Midway. Ils cherchaient leur porte-avions qu'on venait de couler. Alors j'ai vu les pilotes japonais à court d'essence, obligés de se poser sur la mer. George Gay est repêché par un destroyer américain. Il deviendra pilote de ligne. Le porte-avions américain Yorktown a été endommagé par les Japonais. Il pense ses plaies, compte ses morts. Et tente de revenir à sa base. Mais le lendemain matin, il est torpillé par le sous-marin japonais
I-168. Les Américains viennent de perdre un porte-avions, mais les Japonais en ont perdu 4. Cette défaite japonaise, la première, ranime le moral des Alliés. On a repris confiance, dit Churchill. Pourtant, le Japon ne paraît pas affaibli. Bloqué à Midway, au centre du Pacifique, il continue sa progression vers le sud, vers l'Australie. Darwin, la ville la plus au nord de l'Australie, déjà bombardée par les Japonais, se prépare à un débarquement. Première guerre de ce continent. Les Australiens vont s'efforcer de contrer les Japonais qui continuent à débarquer en Nouvelle-Guinée. Une île immense, difficilement pénétrable. Jusque-là, fréquentée plutôt par les explorateurs. Les Papous se révèlent de précieux auxiliaires des Australiens qui mènent une guerre désespérante en Nouvelle-Guinée. Contre les moustiques, les fourmis rouges, les sangsues, les serpents et les Japonais. Mais c'est maintenant l'île de Guadalcanal qui inquiète les Américains. Un de leurs appareils de reconnaissance révèle que les Japonais construisent une piste d'aviation, une nouvelle menace contre l'Australie. Les Américains organisent alors le premier grand débarquement de la guerre. Au début, sur la plage, les Marines ne rencontrent pas de résistance et s'enfoncent dans la jungle. L'un d'entre eux, Edwin Morgan, raconte: « Nous avons fait connaissance avec la jungle. C'est plein de bruits suspects qui font peur. Moi, j'avais peur. Mais on s'est dit, il n'y a pas de raison que les Japonais soient meilleurs que nous. Ils habitent tous dans des villes. Il n'y a pas de jungle au Japon. » Les Marines sont des pros et les Japonais des fanatiques. Certains de leur supériorité, les Japonais chargent à la baïonnette, comme pendant la Première Guerre mondiale, comme à Verdun, contre les mitrailleuses. Avec le même résultat qu'à Verdun, une hécatombe. « 900 Japonais trouvent la mort dans la bataille de la rivière Tenaro. » Après cela, les Marines peuvent capturer l'aérodrome, le sécuriser, agrandir la piste pour les premiers avions des Marines volants, surnommés les têtes brûlées. Ce terrain d'aviation devient la cible permanente des canons japonais. La nuit, leurs croiseurs se glissent le long de la côte pour les pilonner avec une telle régularité que les Marines
l'appelle l'Express de Tokyo. Une bataille navale s'engage pour empêcher les renforts de débarquer. Un régiment d'élite japonais y parvient. Ces fusiliers marins japonais sont de redoutables guerriers, mais ils partent se battre sans la moindre protection contre les maladies tropicales. Le paludisme en tuera la moitié. L'autre se sacrifiera, toujours au nom du Bushido. Celui qui les commande, le colonel Ichiki, leur rappelle la devise des samouraïs. Le devoir est lourd comme une montagne, mais la mort du soldat est légère comme une plume. Les combats de Guadalcanal ne font que commencer. Ils vont durer 6 mois. Une guerre d'usure. Les Marines se sentent pris au piège de ce qu'ils appellent l'enfer vert. Eux aussi sont malades. Leurs plaies s'infectent. Mais ils ne sont qu'au début de leur calvaire.